Et pour moi, c'était une prison un petit peu dorée. Pour moi, c'était impensable de rester même 2 années de plus, qui m'ont un petit peu dégoûté du salariat. Ce que j'ai horreur, c'est la zone de confort. Tu vois. Écoute, je gagne 7 sommes par mois. En France, je suis un boss, tu vois. Pour moi, je faisais mes affaires de mon côté. Je dérangeais personne et me prendre 50% de ce que je gagnais. C'était comme avoir un associé, pas productif, tu vois, totalement. C'est une très très belle image. Bon alors, bienvenue dans le 4e épisode de Visionnaire, donc le podcast qui met en lumière les créateurs et ceux qui osent entreprendre. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier pour moi parce que je reçois mon petit cousin, Lounès. Donc, il a seulement 20 ans, a lancé son business dans les logements atypiques et il va tout nous expliquer, revenir un petit peu sur son parcours vraiment, pour le coup, atypique et nous raconter comment il est arrivé à 19 ans à devenir libre financièrement avec une idée encore une fois très atypique. Voilà, salut Lounès. Salut Fabien. Bon, ce que je vais te demander en premier, c'est déjà de te présenter. Bon, écoutez, moi je m'appelle Lounès, 20 ans, passionné depuis tout jeune d'investissement, de business. Moi, j'ai toujours été passionné de réussite et mon plus grand rêve, c'était de devenir libre financièrement, rentier. Et aujourd'hui, je le suis devenu, on peut le dire. Donc, c'est un accomplissement énorme. Et comme l'a dit Fabien, moi, il y a très peu de temps, je me suis expatrié aux Émirats, à Dubaï. On l'expliquera pourquoi prochainement, mais voilà pour la petite histoire. Allez un petit peu vite là, donc on va prendre le temps pour revenir en détail dans ton parcours. Bon, moi je te connais depuis que tu es tout petit, tu es mon petit cousin. Moi, ce qui m'a toujours un petit peu frappé chez toi, c'est ton esprit assez ambitieux et dès ton jeune âge. Et à quel âge tu as monté ta première idée, ta première boîte, même si c'était pas structuré, mais bon. Ouais, elle a pas décollé, mais c'est à 16 ans que j'ai monté un vrai petit truc. J'ai monté, pour ceux qui connaissent, une agence SMMA. Donc c'est une agence de marketing digital où tu as 2 domaines. T'as la partie community management et t'as l'autre partie, c'est tout ce qui est ads et tout ça. Donc je l'ai monté à 16 ans. J'avais un joli petit site, LG Media la marque. Bon, ça n'existe plus aujourd'hui. Ça n'existe plus du tout. Peut-être que j'ai la page Instagram toujours active, mais non, je m'en sers plus du tout. Et ouais, effectivement, j'avais essayé de démarcher des clients, mais vous comprenez bien qu'à 16 ans, en démarchant des clients et qu'il y a des erreurs à chaque mois, niveau crédibilité, on n'est pas au top. Donc ça n'a jamais décollé. Mais ça a été une très belle expérience. J'avais un site, j'étais très fier. Un petit site à mon nom et tout ça. Donc pour moi, c'était une grande fierté, cette expérience-là. Ok, donc ça c'était à 16 ans. C'était ma première expérience. Ouais. Ok. Et après ? Ouais, après j'ai fait plein de trucs, après des petits trucs, là c'était vraiment le truc CADA que j'avais fait. Après j'ai fait plein de trucs entre temps, que ce soit au lycée des business, je vendais des paires, je vendais des parfums aussi. J'avais fait un stage chez Tati Jiffy et il y avait des parfums à 2 à 5 euros, j'achetais ça et je les vendais au lycée. Ça, je m'étais fait pas mal un joli petit butin avec ça. Donc ouais, plein de petites expériences comme ça, jusqu'à mes 18 ans où là j'ai commencé à travailler. Mais je me rappelle encore qu'au lycée, j'étais au fond de la classe et j'écrivais mes plans comme ça de ce que je voulais faire après le lycée. Donc pour moi, c'était déjà tout prévu. À 18 ans, moi, je voulais faire mon premier achat immobilier. Ouais, j'étais très ambitieux. Et mon but, c'était de devenir rentier. Moi, à la feuille où il fallait dire ce qu'on voulait faire plus tard, moi, je mettais rentier. Ok. Ouais. C'était ton objectif de vie. C'était mon objectif. Ok. Il y a à peine 2 ans, je le rappelle. C'est vrai. J'ai l'impression que ça fait des années, mais ça fait effectivement 2 ans. Ouais. Ok. Et donc ambitieux dès ton jeune âge. Et donc tu t'es retrouvé à 18 ans où ? Chez Jiffy. Ma première expérience. T'as rejoint ton cousin. Voilà, j'ai rejoint le cousin. Jiffy, ça a été une grande leçon de vie. Là, en fait, j'ai de suite compris que le salariat, c'était pas fait pour moi. Voilà, rentrer dans le magasin, il fait nuit, sortir, il fait nuit aussi. Pour moi, ça, c'était pas une vie. Et ça m'a beaucoup servi. Ça m'a permis d'acheter mes premiers appartements à 18 ans. Donc, c'était l'objectif. Et ouais, j'ai eu des belles expériences et ça m'a un petit peu forgé aussi. Et ça m'a permis d'avoir des réalisations aussi. Et c'est important aussi, tu vois, malgré ton jeune âge où tu as juste voulu créer vite une société, à 16 ans, tu avais plein de rêves, tu étais très ambitieux. C'est aussi le rôle qu'a eu, je vais pas parler comme un daron, mais presque, le rôle de ta mère en disant, bon écoute, là aujourd'hui, c'est bien, tu as de beaux rêves, mais goûte un petit peu à cette vie-là, donc le salariat, voilà, forme-toi, comprends un petit peu ce qu'est la vie, et après tu feras tes propres choix. Ouais, mais attends, je vais le nuancer, c'est-à-dire que ma mère, elle était pas du tout lance-toi et tout ça. Ma mère, elle était plus suis le chemin de ton cousin un petit peu, évolue à Jiffy, tu vois, et tu auras une belle place, tu vois. Mais moi,
Moi, en aucun cas, je voulais devenir gérant parce que devenir gérant, gagner 200 euros de plus par mois et avoir une gestion qui est double, pour moi, pour moi, ça en valait pas la peine. Et c'est pour ça que moi, j'étais très bien. On me donnait ce que j'avais à faire et à côté, ça me permettait le soir quand je rentrais de m'occuper et d'avoir l'esprit tranquille sur mes autres projets. Donc tu as compris très tôt en rentrant chez Jiffy avec moi que c'est pas ce que tu voulais. C'est ça. Pas au tout début. Au tout début, moi, ça me faisait kiffer. Je te voyais tout ça, faire les magasins. Moi, ça me plaisait bien et tout ce que tu faisais. Mais c'est les personnes au sein du magasin qui m'ont un petit peu dégoûté du salariat. Ouais, tout simplement. Et après, très tôt, moi, je t'ai fait une proposition. Je t'avais dit, bon, voilà, vu que je comptais sur toi, qu'il y avait cette confiance, cette proximité avec toi, je t'ai dit, bon, mais moi, j'aimerais te faire évoluer au sein de Jiffy. Et toi, tu as été cash. Non, ça m'intéresse pas. Comme je l'ai dit, pour moi, c'était pas rentable. Pour moi, c'était devenir gérant de magasin, c'était énergivore et c'était des heures en plus. C'était très compliqué. Et pour moi, tu n'avais que ça dans la tête quand tu rentrais. C'était récapituler le problème, penser au lendemain en magasin. Et pour moi, c'était une prison un petit peu dorée pour gagner, tu vois, quelques centaines d'euros en plus. Et donc, même pas un an après, tu es venu me voir en me disant, bon, j'ai monté une boîte de conciergerie, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai lancé une conciergerie. C'est ça. J'ai lancé une boîte de conciergerie. Entre-temps, j'ai dû lancer d'autres trucs. Je crois que j'ai relancé. Pour ceux qui disent que je monte des boîtes toutes les minutes, il y a pire là. Ouais, j'ai lancé une nouvelle agence marketing, donc beaucoup plus pro. Je me suis formé, j'ai pris une formation et tout ça. Mais c'est pas que j'ai pas eu de clients là cette fois, c'est que je suis pas allé au bout du processus, c'est-à-dire que j'ai eu aucune passion dans ce que je faisais et c'est de là en fait que j'ai compris que moi j'étais pas forcément fait pour le digital et que moi il me fallait du concret. Donc c'est pour ça que par la suite effectivement j'ai lancé une conciergerie, j'ai eu une expérience aussi après, j'ai fait un rachat de PME, de petites conciergeries aussi et je me suis lancé dans tout ce qui est conciergerie vu que moi j'étais dans le domaine de l'immobilier, je kiffais ça. Je me suis dit écoute c'est un très bon business pour réussir dans l'entrepreneuriat quoi. Donc je me suis lancé dans ça. Ouais. Et qu'est-ce que tu retiens de tes années chez Jiffy, donc du salariat? Est-ce que tu as une leçon qui t'a marqué? Ouais, la leçon qui m'a marqué, c'est l'ingratitude parce que, comme j'ai dit, moi j'étais quelqu'un d'assez spécial au travail, je comptais pas mes heures, si je pouvais aider, j'aidais. Donc quand on me demandait de faire des heures sup parce qu'il manquait un effectif ou quoi, je demandais rien et je les faisais. Des fois je faisais des nocturnes, alors je travaillais la journée le lendemain et tout ça. Et en fait c'est un jour, c'est le truc qui m'a choqué. C'est un jour en fait, j'avais une présentation à faire d'un business plan en banque. Donc j'avais un rendez-vous et tout ça, pour moi c'était hyper important. Et donc j'ai demandé qu'on me libère 1 ou 2 heures, tu vois, effectivement on était ok et tout ça. Donc je mettais personne dans la merde. Et donc on me l'a refusé. D'un côté moi ça m'a vraiment fait un truc. Et c'est là que je me suis dit non, c'est pas possible, tu vois. Et ça m'a donné, en fait, ça a été un mauvais souvenir, mais ça a été une force de motivation. Et le soir même, j'ai tout défoncé, tu vois. J'ai travaillé toute la nuit et tout ça, et ça a été un encouragement. Et c'est pour ça, depuis, je kiffais de vivre des mauvaises expériences au travail parce que je savais que c'était un boost, tu vois, et que le soir même, j'allais tout arracher, quoi. Et donc là, à ce moment-là, toi, t'étais déjà convaincu, mais tu savais que ça, tu voulais plus jamais le revivre. Ouais, exactement. Pour moi, c'était impensable. Impensable de rester même 2 années de plus, pour moi, c'était impensable. Donc, tu avais Jiffy à ce moment-là, tu avais ta boîte de conciergerie. Ouais, j'avais mes investissements aussi à Béziers. À Béziers. En fait, ça part de là, c'est que moi, du coup, j'avais pas le temps. Moi, je suis quelqu'un de pas patient du tout. Okay, moi, je veux tout de suite et j'ai horreur d'attendre. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je voulais directement enchaîner pour acheter d'autres biens immobiliers et tout ça. Et en fait, je suis parti voir que ce soit mon courtier, ma banquière. Elle m'a dit non, c'est pas possible, faut attendre, tu vois. Faut attendre un peu pour voir un petit peu comment. Par rapport à quoi? Par rapport à ton taux d'endettement? Ouais, que ça soit mon taux d'endettement encore, ça c'était pas le souci, c'est surtout qu'il y a un petit délai. Et aussi qu'elle voulait voir, tu sais, de mon jeune âge, elle voulait voir comment mon compte réagit et comment je gère, tu vois. Et en fait, moi j'étais impatient et c'était pas possible d'attendre. Et c'est surtout, en fait, c'est là que j'ai eu la réalisation. C'est qu'en suivant le cursus locatif classique dans l'immobilier, que ce soit de l'Airbnb dans les appartements ou que tu fasses du foncier à l'année, tu vois, c'est que ça va prendre pas mal de temps et qu'il va falloir lever pas mal de dettes avant de devenir rentier. Et donc moi,
ça fusait, tu vois, d'idées. Le soir, tu vois, dans ma voiture, je faisais que réfléchir et tout ça. Et en fait, c'est un jour, c'est en revenant de chez mes parents, dis-toi, que en fait, je regardais un petit peu autour de moi et je vois tous ces terrains, tu vois, non constructibles, avec, tu vois, derrière la montagne, tu vois, en panoramique comme ça, tu vois. Je me suis dit, mais écoute, il y a un truc à faire. Le soir même, je regarde combien ça coûte des terrains comme ça. Et je vois que tu as des terrains, tu vois, à 2500 euros à 10 000 euros par mois, tu vois, et tu as des hectares de terrain. Tu vois, et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Donc là, je pense direct, mais pourquoi on fait pas, je pose pas une cabane et tu vois, je fais un truc style chambre d'hôtel, tu vois, comme ça. Je rajoute un spa et je fais ça sur Airbnb, tu vois. Surtout que je voyais des expériences un petit peu comme ça sur Airbnb, donc je me suis dit, putain, c'est sûr, ça fonctionnerait. Et aussi, bah, écoute, j'ai regardé de suite les cabanes et j'ai vu qu'en fait, qu'il existait des logements encore plus atypiques que des simples cabanes. Donc ce que je fais, moi je suis spécialisé dans les dômes géodésiques, donc c'est des bulles avec structure en dur, tu vois, et c'est hyper insolite, tu vois, tu as la baie transparente, donc ça te permet d'avoir une vue panoramique sur moi c'est les montagnes, tu vois, mais en gros sur le terrain, quoi. Et donc ouais, l'idée elle est partie de là, et moi j'ai ni une ni deux, j'avais même pas les finances entières, je me suis lancé, tu vois. J'ai trouvé un fournisseur, il y avait un paiement en 2 fois, j'avais l'argent pour payer une échéance, j'avais pas l'argent pour payer la deuxième. Je crois d'ailleurs c'est à toi que j'ai demandé de l'argent. Ouais, je me rappelle. Donc je me suis le deuxième mois, tu vois, je savais pas quoi faire, donc j'ai demandé comme face une avance sur le salaire et encore ça me suffisait pas. Donc je suis parti voir le cousin et j'ai demandé une petite avance aussi. Donc écoute, c'est parti comme ça. Donc dis-toi, à ce moment-là, j'avais aucune idée qu'il fallait d'autorisation, j'ai vraiment foncé, j'ai commandé le logement et je me suis fait pas mal de murs, que ce soit au niveau des autorisations, de la viabilisation du terrain. Ça a été vraiment un projet que j'ai fait à la One Again, mais qui a payé. Voilà. Moi, pour tout te dire, quand je t'ai vu faire ce projet-là, parce que tu m'en avais parlé vite fait, et que tu m'as demandé cette somme d'argent, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Non, mais sans déconner, j'ai même appelé ta mère, je lui ai dit, bon, en tant que cousin et plus âgé que toi, je me suis dit, j'espère qu'il tombe pas dans une connerie. Drogue ou, je sais pas, tu vois, les cryptos que tu ne maîtrisais pas ou quoi, tu vois. Mais bon, je t'ai fait confiance, je pense qu'on t'a tous fait confiance, on s'est dit, bon, il va pas faire de conneries parce que c'est un bon gars quand même. Et quand tu as reçu ce dôme-là, je me suis dit, ouais, quand même, le mec, il va jusqu'au bout de ses idées. Explique un peu mieux ce secteur d'activité. Pourquoi tu as choisi ça ? Ouais, en fait, je vais t'expliquer le fonctionnement. Là, comment je fonctionne, en fait, le but, c'est d'aller chercher du terrain non constructible et de pas faire un permis de construire sur ce terrain-là. En fait, ce qu'on va faire, c'est que moi, les logements que j'utilise, c'est considéré comme c'est la catégorie habitation légère de loisirs. Et en fait, on a des conditions, ce qui nous permet de rester juste en dessous du permis de construire, hein, et on reste sur du DP. Donc on a des conditions, que ce soit la surface, les fondations non permanentes, on a plein de petites conditions comme ça. Et du moment qu'on les respecte, on peut faire ça sur terrain non constructible sans demander de permis de construire. D'accord. Tu vois. Après, bien sûr, tous les zonages ne sont pas bons à prendre, tous les terrains non constructibles, on ne peut pas faire le projet. Et il y a certaines communes aussi qui sont intransigeantes sur ça, qui ne veulent pas du tout faire ce type de projet-là. Hein, donc c'est à nous en amont, tu vois, de repérer les bonnes communes, les bons terrains. Et après, voilà, ça va tout seul. Et après, de viabiliser le DOM, ça soit en électricité, eau, assainissement de manière naturelle avec des solutions autonomes. Tu vois, aujourd'hui, on est en 2025, il existe pas mal de solutions pour viabiliser quelque chose qui est en pleine nature, quoi. Donc là, tu es en train de me dire qu'en gros, parce que moi, je vous le dis, je découvre aussi parce que Lounès, sa particularité, c'est qu'il échange très peu, même avec sa famille proche. Et donc, en fait, on découvre un petit peu ce qu'il fait au fur et à mesure du temps. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire le podcast avec toi, parce que je voulais mieux comprendre. Mais l'idée, c'était de dire aussi que c'est une vraie niche que tu as trouvée. Ouais. Voilà, c'est une niche qui n'était pas exploitée, que moi, j'avais jamais du tout entendu parler. Toi, je pense que tu avais fait une étude de marché et je pense que... Même pas, mon premier projet, j'ai fait vraiment la One Again, j'ai eu l'idée, j'ai foncé. Et puis heureusement, parce que tu regardes sur Internet, on te décourage vite, que qui dit non constructible ni pas d'habitation. Sauf que là, en fait, il y a des nuances, tu vois. Donc moi, j'ai vu l'arrivée de ce premier dôme. Et t'en as fait quoi ? Tu l'as monté ? Ouais, c'est ça. Quasiment immédiatement, mais je crois que t'as mis du temps quand même. Non, j'ai mis du temps. Par rapport à parce que tu travaillais toujours chez Jiffy. Ouais, et que j'avais pas d'argent encore pour la terrasse. Ok. J'avais pas d'argent pour la terrasse, donc j'ai attendu un petit peu. J'ai trouvé un petit terrain à location, j'avais les autorisations et tout ça. Donc après pas mal de refus et tout ça. Et après, ça s'est fait petit à petit. Après, même moi, en fait, j'avais oublié un petit peu le projet parce que
il y avait eu l'importation, donc la livraison du logement. Ça avait pris 3 mois. J'avais eu des retards aussi à l'import. Il y a eu des problèmes, donc ça, je crois que j'avais mis 4-5 mois d'import et tout. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je suis pas patient. Donc entre-temps, tu vois, j'avais d'autres idées et tout ça que je lançais. Et ça fait que je l'ai lancé fin d'année finalement, alors que je l'avais commandé, tu vois, début d'année. Donc tu as mis à peu près un an. Ouais, c'est ça en tout. Et donc là, on est en début d'année 2024, c'est ça? Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as mis sur Airbnb une fois que c'était terminé? C'est ça. Ouais. Je l'ai préparé. C'était magnifique. C'était pépite. Hein. Même moi, je pensais pas que ça allait donner comme ça. Et ouais, je l'ai mis sur la plateforme Airbnb et Booking. Comme je l'ai dit, j'avais pas fait d'études de marché. Je savais pas du tout combien ça se louait. Du coup, je l'avais mis à 80 € la nuitée au début. Et dès que les vérifications Airbnb elles sont finalisées, 30% du calendrier c'est booké en même pas 2 jours, tu vois. Donc là-dessus, tu vois, j'ai doublé le prix et ça fait que monter comme ça. Premier mois, mi-mois, je l'ai lancé, j'avais fait de résultats, j'ai dû faire 2000, quelque chose comme ça. 2000 €? Ouais. Ah, j'y croyais pas, ça a de suite fonctionné. Pourtant, j'avais fait, tu vois, je connais un petit peu, tu vois, Airbnb dans les logements classiques. En principe, les calendriers, ils mettent un mois, tu vois, pour se remplir comme il faut, tu vois. Ouais. Là, ça a été instantané. Ok. Et tu parlais de l'importation du produit. Aujourd'hui, en France, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Si tu as des fournisseurs, tu as pas mal de fournisseurs. Le produit vient quand même de Chine. Ouais, tu as des importations, mais après, tu as des personnes qui font des dômes en bois fabriqués en France et tout ça. Ok. Après, c'est pas les mêmes prix, tu vois. C'est les prix à les dômes en bois, il faut compter surface 20 mètres carrés, il faut compter 45 000 €, tu vois. Puis moi, honnêtement, aujourd'hui, je ne tenterai pas de mettre, à part si vraiment tu as des garanties, tout ça, je ne tenterai pas de mettre un dôme, tu vois, 40-50 000 € sur un terrain non constructible. C'est des projets sur le long terme? Ouais, c'est des projets en fait sur le long terme, je vous parle, où il n'y a aucune certitude. Les logements à l'import, ça dure en principe 10 ans pour la structure. Donc tu peux soit renouveler le projet, mais sur le long terme, tu n'as aucune certitude. Donc là, moi, si je calcule bien, parce que bon, j'aime bien calculer quand on parle de business. Là, aujourd'hui, tu me parles d'un produit qui coûte à peu près combien? Moi, je l'avais payé 6 500. D'accord. Que en gros, tu peux rentabiliser quasiment. J'ai rentabilisé en même pas 4 mois, je crois. D'accord. Et là, tu me dis qu'en gros, un terrain non constructible, sur des. Si tu te dis 4, 5, 6 ans, en gros, tu l'as largement rentabilisé si jamais demain le terrain devient constructible et que là, tu peux faire une maison. Là, tu fais une grosse plus-value parce qu'en fait, tu peux vendre après, que ça soit le rendement, donc la rentabilité, tu peux vendre la rentabilité du dôme si tu as fait les choses dans les règles. Et effectivement, si ton terrain qui est non constructible devient constructible, là, jackpot, quoi. Et à quel moment, toi, tu t'es dit, je vais accompagner des personnes à faire ça? Ça s'est fait naturellement. Moi, j'avais un compte Instagram où je partageais mes investissements à personne. En vrai, j'avais toi et quelques personnes, tu vois, j'avais ma famille et quelques potes, tu vois, je partageais un petit peu ce que je faisais. Et aussi TikTok, je partageais. Et en fait, j'ai partagé un jour le dôme, du coup, et les résultats que j'ai fait. Et ça a commencé j'ai commencé à percer un petit peu comme ça. Donc j'ai eu plein de likes, j'ai eu plein d'abonnés d'un coup et tout ça. Et j'avais mes DM qui débordaient. Donc débordaient de messages comme ça, de personnes qui voulaient se lancer. Donc ma première idée, ça a été de faire un e-book. Je vendais ça je me rappelle. Un petit e-book, ça n'a jamais fonctionné, tu vois. Et c'est après, moi j'avais abandonné l'idée, j'étais plus concentré sur mes investissements. C'est un jour, en fait, j'ai rencontré un gars, tu vois, qui était pareil dans l'immobilier, qui faisait de la formation et de l'accompagnement, qui avait une académie aussi. Et qui m'a dit, écoute, là, t'as de l'or un petit peu entre les mains, tu vois. Et j'ai dit, écoute, accompagnement, tu vois, je te donne un pourcentage et tu m'accompagnes pour la création de mon académie d'accompagnement. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà. Et ça, en fait, ça a de suite pris. C'est juste que je l'ai mené de la mauvaise façon. Et aujourd'hui, quel type, parce que c'est des investissements, quel type d'investisseurs tu vises aujourd'hui? Déjà, les investisseurs classiques qui sont dans le locatif immobilier, qui veulent se diversifier. Là, on parle de coûts qui sont moindres. Okay, là, on parle de coûts de moins de 50 000 €, tu vois. Donc après, bien sûr, on peut faire des projets avec plus de 50 000 €. Et là, les rendements ne sont pas les mêmes. Tu vois, on peut faire plusieurs projets, tac. Et donc, il y en a pour tout le monde. Et il y a aussi les personnes lambda dans le salariat qui veulent, sur la quête de liberté, qui veulent lancer leur activité, tu vois, à moindre coût, qui n'ont pas forcément d'expérience dans le locatif, ou qui n'ont pas forcément, les gens qui n'ont pas forcément aussi le budget pour aller sur des gros projets, tu vois, où il faut laver pas mal de dettes. Donc il y a toutes ces personnes-là que je peux accompagner. Et toi, à ton niveau, tu leur proposes quoi comme outil, comme accompagnement?
pour qu'ils arrivent à concrétiser leur projet? Alors aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe des accompagnements. Après, j'ai des personnes avec moi qui s'en occupent aussi. J'ai des experts, hein. Je travaille aussi avec des personnes externes et tout ça pour les aider, pour que ça soit beaucoup plus pro. Mais c'est en grande partie moi qui gère l'accompagnement sur WhatsApp. C'est hyper familier, ils m'appellent quand ils veulent et tout ça. Et j'essaie de limiter aussi l'accès à l'accompagnement. Pour l'instant, on est à 10 personnes par mois. Et comment ça s'agrandit? En fait, on vous accompagne de la recherche de terrain jusqu'au bout, donc jusqu'à l'automatisation, l'optimisation. Et après, on va ensemble pour la diversification des projets, tout en passant par le côté administratif, recherche de terrain, où on vous aide. On n'est pas dans la formation. C'est l'accompagnement. Voilà. Donc là, c'est un accompagnement de A à Z. Ouais. Donc en gros, du simple échange au niveau de mon projet, voilà, j'ai un terrain, qu'est-ce que je pourrais en faire, jusqu'à ouais, c'est ça. On vous accompagne jusqu'au bout, quoi. Tant que votre projet n'est pas sorti de terre, mais on vous accompagne. Et à date, là, donc au mois d'avril 2025, là, tu as combien de personnes accompagnées dans leur projet? Ouais, alors là, on suit une 20-30 personnes. Okay. Donc ça fait 3 mois à peu près qu'on a lancé l'accompagnement. Et tous les projets se concrétisent ou pas? Ouais, du coup, il y a les premiers là qui se concrétisent, du coup, parce que la durée de l'accompagnement, c'est 5 mois, 4-5 mois. Donc là, tu as les premiers qui arrivent au bout, donc là, je suis content. Et là, ça arrive cette année. Et est-ce qu'il arrive que des projets soient rétoqués par les mairies, par exemple? Ouais, bien sûr, ça fait partie du jeu. Après, on essaie que ça n'arrive pas, parce qu'au début, on fait une sélection de communes et on regarde en amont si c'est favorable ou non pour ce type de projet. Donc, au niveau refus, on diminue un maximum ce point-là. Mais bien sûr, ça fait partie du jeu, les refus. Et dans les démarches administratives, aujourd'hui, tu les accompagnes également ou pas? Ouais, tout à fait. Ouais, on les aide à remplir le CERFA, à faire le dossier de présentation et les autres documents nécessaires pour faire les choses dans les règles. Tout le monde ne peut pas faire ça non plus. Parce que ça reste quand même intéressant, mais quand même lourd, parce que c'est pas simplement une formation que tu vas enregistrer. Ouais, je gère quasiment tout sur WhatsApp, donc c'est pas mal de travail tous les jours. Et après, pour moi, c'est comme ça, pour moi, que ça doit être un accompagnement, tu vois. Donc c'est pour ça que je le fais comme ça. Après, peut-être que par la suite, je vais devoir évoluer, parce que je sais qu'à force, je pense que je vais arriver à un stade où ça va être compliqué de tout gérer. Pour moi, le but à la fin du projet, c'est que les personnes qui arrivent, les premiers qui arrivent à faire le projet, tu vois, viennent travailler avec moi directement, car ils auront l'expertise de leur premier projet. Moi, j'ai une petite question qui me tracasse un petit peu. Est-ce que dans les personnes que tu accompagnes aujourd'hui, il y en a certains qui ont été interpellés par rapport à ton âge, ou se sont dit bon, ça n'a pas l'air sérieux parce qu'il a 20 ans? Écoute, j'ai pas eu de retour direct comme ça. Ouais. Bon, après, je me doute que certains y pensent, mais non, j'ai pas eu de retour direct sur mon âge. Tu sens une crainte des fois dans l'échange ou pas? Non, parce qu'en fait, à l'appel, je suis hyper à l'aise dans ce que je dis. Moi, c'est ce qu'on me dit, tu vois. J'ai l'air passionné dans ce que je fais, et ça se voit que je me connais vraiment dans le domaine, tu vois. Et je prends plaisir à discuter avec les personnes, et tous les jours, je discute avec des personnes qui ont 2-3 fois mon âge, tu vois. Donc, donc non, pour moi, ça me fait kiffer. Et en fait, je me rends compte avec le temps que, tu vois, en fait, les personnes qui ont 40-50 ans, en fait, c'est juste des jeunes qui sont un peu plus âgés, quoi, c'est tout, tu vois. Donc il faut leur parler pareil, il faut juste ils sont un peu plus matures, c'est tout. Et toi personnellement aujourd'hui, après avoir lancé ça, tu en es où? Ouais, écoute, moi fin d'année dernière, c'est vrai que je suis arrivé à un stade où je gagnais de l'argent sans forcément trop travailler, tu vois. Et en fait, moi, il y a un truc que j'ai horreur. C'est-à-dire que j'avais mes investissements qui tournaient, que j'avais le business d'accompagnement, les réseaux sociaux où tu pourrais gérer de ton téléphone, tu vois. Et en fait, je suis arrivé à un stade où, en fait, moi, je vais te dire, ce que j'ai horreur, c'est la zone de confort, tu vois. La zone de confort, tu vois, même quand j'étais à GFI ici, j'avais horreur de ça, tu vois. Zone de confort, tu vois, c'est ma phobie. Et en fait, et je voyais en fait que fin d'année dernière, je me rapprochais de cette zone de confort et que je devenais un petit peu feignant. Tu vois. Donc cette année, je me suis challengé, j'ai décidé de partir à l'étranger. Donc me challenger, mon but là, premier, c'est de faire des projets à l'étranger, parce que pour moi, c'est ça qui me plaît, c'est ça qui m'anime. Et mon but, c'est vraiment de devenir le numéro 1, peut-être mondial, tu vois, peut-être un jour, tu vois, dans les logements insolites comme ça, sur les plateformes courte durée. C'est une belle ambition déjà. On essaye d'être ambitieux. Ouais. Et dans les projets aujourd'hui, c'est 100% français?
Non, pas que. J'ai la grande partie, j'ai la grande partie en France, mais j'ai aussi des personnes qui viennent de Belgique, d'Espagne aussi, du Portugal. Et après, donc l'Espagne, je commence à l'attaquer parce que j'ai un projet là-bas aussi. Donc là, pour l'instant, j'ai une participante en Espagne que j'accompagne aussi. Donc ça me permet d'avoir un premier pas, que ce soit elle et mon projet en Espagne, de mettre un premier pas dans cet investissement-là là-bas, de comprendre un peu plus les règles, mais en soi, en globalité, les règles, il y a quelques trucs qui changent, mais en soi, ça se ressemble avec la France. Et le but à terme, c'est d'autres pays aussi. Tu vois. Ah ouais, je comprends. Et donc tu l'as pas dit, mais bon, je sais que tu t'es expatrié momentanément sur Dubaï. Bon, moi je connais une des raisons. Je sais que tu as besoin d'être dans un cadre qui te stimule. Et je pense que, bon, moi Dubaï je connais pas encore, mais on va pas tarder à venir te voir. Mais je sais que c'est un cadre hyper stimulant. Ouais. Moi, ce qui me fait rire, parce que je vais balancer quelques anecdotes quand même, tu vois. Mais je sais que toi, tu es capable parfois de partir à l'hôtel, alors que tu vis dans ton appart, de partir dans un hôtel où tu vas avoir un cadre différent pour travailler plus. Stimuler comme ça. Moi je suis assez bizarre. Ouais, je sais. Ma voiture, déjà, c'est ma deuxième maison. Je travaille beaucoup dans ma voiture, que ce soit sur l'ordi. Des fois, je passe des nuits complètes dans ma voiture où je réfléchis, où je pense, je travaille. Donc j'ai acheté le petit plateau à Jiffy, tu vois, je travaille sur mon volant comme ça. Du coup, je vais beaucoup dans les aires d'autoroute aussi. Ouais, c'est bizarre. Les aires d'autoroute à fond. En fait, c'est-à-dire que je me cale dedans, tu vois, et toute la nuit, tu as des gens et tout ça. Et pour moi, tu es vraiment isolé. Tu vois, il n'y a personne qui va venir t'embêter. Et je travaille là et ça me permet, tu vois, de rester éveillé et d'être un petit peu ailleurs sans être ailleurs, tu vois. Et Dubaï, ça t'a procuré quoi? Ouais, comme en fait, c'est un petit peu la réalisation que j'ai lue. C'est la zone de confort que j'atteignais fin d'année dernière qui m'a fait dire, écoute, moi je gagne... En fait, ce que je me disais en France, c'était, écoute, je gagne 7 sommes par mois. En France, je suis un boss, tu vois. Je savais pas quoi faire, tu vois. Je tournais à Montpellier, Narbonne, tu vois. Je savais pas quoi faire, tu vois. Je savais pas quoi acheter, je savais pas quoi faire en fait. Et puis lancer de nouveaux projets en France, ça m'animait plus trop. C'est-à-dire, quand tu dis je savais pas trop quoi acheter, c'est-à-dire que je cherchais un truc à faire, tu vois, je faisais les magasins et tout ça, mais j'avais besoin de rien, donc j'ai horreur de cette sensation-là. Tu vois, acheter sans forcément avoir nécessité. Tu vois, je gâtais ma famille et tout ça, mais une fois que tu l'as fait, tu sais plus trop quoi faire et puis t'as l'impression d'avoir fini le jeu, alors pas du tout, tu vois. En fait, c'était une bataille entre mon cerveau et ce que je faisais, tu vois. Et donc, la raison qui t'a poussé à Dubaï, c'est ça? Non, pas que. Et c'est des raisons aussi, on va dire que pour moi, la société du coup d'accompagnement, pour moi, je faisais mes affaires de mon côté. Tu vois, en ligne, je dérangeais personne et me prendre 50% de ce que je gagnais alors que j'étais de mon côté. Tu vois, en fait, me prendre 50%, c'était comme avoir un associé, pas productif, tu vois, totalement. C'est une très très belle image. Et donc, je me suis dit... un associé pas productif. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit, qu'est-ce qui te retient de partir mis à part ma famille, en sachant, tu vois, que je vais pas être à l'année, tu vois, à Dubaï. Ouais. Je me dis, tu vois, il n'y a rien qui te retient. En plus, pour moi, Dubaï, tu vois, je voyais sur les réseaux sociaux et tout ça, rêve de gosse. Je me dis, écoute, là, il n'y a rien qui te retient, donc vas-y. Donc, ça fait 3 mois que je suis parti à Dubaï, j'ai monté la société là-bas. Et je suis content, ça casse tu me demandais qu'est-ce qui change, tu vois, ça casse des plafonds de verre. Là-bas, t'es personne. Ça me rappelle le SMS que je t'ai envoyé il y a 2 semaines en te disant donne-moi 3 raisons si nous on doit venir à Dubaï te voir. Qu'est-ce qui fait que ça te donne envie d'aller visiter cette ville, tu vois? Et tu m'as dit voilà, tu casses les plafonds de verre, t'as un mindset qui est autour de toi qui fait que ça t'élève en fait. Ouais, ce que t'as pas en France, il faut se le dire, tu vois. Ouais, totalement. Ce que tu fais par mois, il y en a qui te font par heure, tu vois. Donc à partir de là, tu vois, ça te booste au quotidien. Tu te dis en fait ta réalité n'est pas forcément celle des autres. Les personnes qui travaillent toute leur vie jusqu'à la retraite, tu vois, par exemple chez Jiffy, je pense que c'est des personnes qui connaissent pas la réalité d'autres personnes, tu vois. On va dire la personne, et ça je le dis souvent à Mareva, c'est quand tu n'as pas d'autres visions, malheureusement tu vas rester dans ton quotidien, dans ta bulle de ce que tu sais faire en fait. Voilà. Et ce qui est intéressant avec ton profil toi, c'est que tu veux tout le temps aller voir ce qui se passe ailleurs et te challenger au quotidien. Et c'est ce qui fait que tu t'es barré du jour au lendemain à Dubaï sans quasiment pas le dire à tout le monde en fait. Et tu t'es dit je vais goûter à notre environnement. Et quand tu voyages, quand tu vas découvrir d'autres villes, c'est exactement ce qui se passe.
C'est qu'en fait, tu es challengé, tu côtoies des gens qui n'ont pas honte de parler de chiffres, de dire voilà, moi aujourd'hui j'ai fait 1 million d'euros parce que j'ai vendu ça. Aujourd'hui en France, ça tu verras pas des personnes comme ça au quotidien. Et puis le réseau, tu rencontres des gens du monde entier. J'ai rencontré des Saoudiens, je me suis fait pote avec des Saoudiens, c'est énorme. Tu vois une vraie différence entre l'entrepreneur français avec qui tu travaillais avant et que tu côtoyais avant et les personnes que tu vois sur Dubaï dans le relationnel? Ouais, tout à fait, oui. Un truc que je me rappelle, c'est en fait en discutant avec des personnes, enfin la différence, c'est que les entrepreneurs de Dubaï, ils sont beaucoup plus libres. Ils sont libres, ils sont beaucoup plus heureux aussi. Quand on a des discussions, on parle pas fiscalité, on parle vraiment évolution, business, tu vois. On parle pas comment payer moins d'impôts et tout ça, tu vois. On se focus vraiment sur comment améliorer le business, comment évoluer, on parle de croissance et on parle aussi de chiffres, tu vois. On parle concret, on passe pas par 10 000 chemins, on parle du concret. En gros, ce que tu es en train de dire, c'est que nous, en France, on va passer beaucoup plus de temps, bon, je ne veux pas dire à se plaindre, mais à essayer de trouver des solutions pour moins payer et surtout pour essayer d'évoluer en gardant un petit peu de trésor et grandir. Alors que là-bas, c'est pas du tout des sujets de discussion, c'est plus dans l'évolution. Ouais, c'est plus des fonceurs, tu vois. Ouais. Ce que je connais, c'est plus des fonceurs. Parce qu'ils ont plus de temps pour foncer. Ouais, aussi, possible. Et tes routines un petit peu là-bas, c'est quoi? Moi, quand je suis là-bas, honnêtement, je sors pas. Quand je sors, c'est pour les grandes occasions, mais je sors pas beaucoup. Moi, quand je suis là-bas, en fait, je me dis, je passe 6 mois de l'année là-bas, mais quand je fais 6 mois de l'année où je me focus, je reste enfermé limite, tu vois, et je travaille, je charbonne. Au moins, quand je reviens ici en France, je travaille, mais je peux quand même profiter de ma famille et profiter un petit peu, tu vois. Donc, j'ai pas trop de routine. En principe, tu vois, tous les buildings, ils ont salle de gym. Tu vois, ils sont tous équipés, donc t'as pas vraiment besoin de sortir, tu vois, de là, tu commandes tout ce que tu veux. Donc c'est vraiment fait pour être focus, tu vois, là-bas. Et quand tu sors, c'est avec des gens où tu vas parler business. Tes sources de motivation aujourd'hui quand t'es là-bas, ça va être quoi? Je vais te dire mon goal à moi. Tu vois, à Dubaï, c'est ils mettent le nom des promoteurs partout sur les immeubles en gros, tu vois. Moi, mon dream, c'est d'avoir un building avec mon nom là-haut, tu vois. C'est un beau dream. Je me dis un jour, tu vois, peut-être. En fait, moi, je me dis tout est possible, tu vois. Parce que moi, il y a 2 ans de ça, je pensais pas en être là. Donc je me dis ça va très vite, tout va très vite. Dubaï, ça s'est fait presque du jour au lendemain. Ouais, mais par contre, pour l'avoir vécu avec toi, parce que tu as vécu quand même chez moi pendant 1 an et demi. Quand j'étais mineur, effectivement, il me donnait. Pourquoi tu précises mineur? N'importe quoi. Je suis en fin d'année, donc j'ai eu le bac, j'étais encore mineur. Donc je suis venu ici, j'avais 17 ans encore. Je te voyais investi comme jamais et tu travaillais de façon acharnée. Même moi, je me rappelle des discussions que je pouvais avoir avec Mareva, il rate sa jeunesse. Tout le temps le casque sur les oreilles, en train de travailler devant le PC H24. Moi, pour être honnête, tu vois, quand je travaillais à cette époque-là, où j'avais pas forcément de résultats, je me suis dit, non mais ça se trouve je travaille pour rien, tu vois. Ça c'est très frustrant. Ça se trouve tu travailles pour rien, tu fais ça, en fait tu rates ta jeunesse et à la fin tu n'auras pas plus de résultats que ton voisin qui est en boîte, tu vois, tous les soirs, tu vois. Et ensuite quand tu as du résultat, tu dis ok, en fait t'es pas tellement choqué, tu dis c'est ce que je méritais, tu vois. Maintenant il faut voir plus haut et tu sais que c'est possible. Et tu sais que j'ai créé ce podcast pour donner un côté inspirationnel en fait, à potentiellement peut-être des jeunes d'aujourd'hui. Bon, tu fais encore partie de cette classe-là parce que tu as la vingtaine. Mais si tu devais parler au Lounès de, je sais pas moi, l'adolescent à 14-15 ans qui avait encore plein de rêves dans la tête, aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il croie en ses capacités, qu'il croie en l'avenir et comme tu l'as dit, c'est atteindre ses propres rêves, tu vois. Pour moi, faut rêver. Faut rêver à cet âge-là, faut profiter de sa jeunesse, tout ça, faut profiter de tes parents tant que tu es chez tes parents. Mais par contre, pour les gens qui sont au lycée, qui vont finir, moi, le conseil numéro 1, c'est-à-dire que moi, quand on me pose la question, qu'est-ce que tu dirais à une personne de 18 ans qui veut se lancer? Moi, je dis, écoute, dans la question, il y a un problème, c'est-à-dire si tu n'oses pas te lancer, enfin, qu'est-ce que tu attends pour te lancer, c'est qu'il y a un problème. Pour moi, t'es pas dans le bon environnement, t'es pas dans mon mindset. Pour moi, quand je suis parti de chez parents, donc partir de chez ses parents, c'est quitter sa zone de confort. Donc ça, point hyper important.
Ça, je le conseille à tout le monde. Hein. Donc, il faut vraiment aller chercher la difficulté et voir ce que c'est la vraie vie ailleurs, tu vois. Moi, je parlais pas de ma vie à Montpellier, mais ça a été très dur. Ça a été les pires moments, mais ça a été les moments, tu vois, qui... Ta vie à Montpellier? Ouais, tu te retrouves avec moi-même et c'est hyper important. Tu te connais pas réellement toi-même, tu vois. En fait, à un moment, moi, je suis à un stade où je parlais, tu vois, avec moi-même, je me donne des conseils, tu vois, à l'oral et tout ça le soir, tu vois. À chaque fin de journée, je parlais avec moi-même, je me faisais un point avec moi-même et en fait, je kiffais ces moments-là, tu vois. Bon, après, toi, tu as une personnalité où tu es très solitaire aussi. Avant d'arriver à la conclusion de ce podcast, moi, j'ai envie de savoir quelque chose d'important. Je pense que tu dois avoir une flamme qui t'anime au fond de toi. Tu sais l'identifier? Je me suis posé la question il n'y a pas longtemps et je pense que ça vient de chez mes parents. Okay. Mes parents, il faut savoir que mon père, du coup, il est maçon à son compte et ma mère l'aide sur toute la partie compta et tout ça. Et ils ont toujours parlé librement des difficultés qu'ils ont pu avoir et tout ça. Je pense que c'est mon subconscient qui l'a pris étant plus jeune, où je me suis dit, écoute, mon père aujourd'hui, tu vois, il se casse le dos, il a 50 ans, tu vois, il boite et tout ça. Et je me suis dit, écoute, tu vois, c'était une torture, tu vois, de voir son père un petit peu chaque jour, tu vois, se démolir à la santé à cause de son taf. Et tout ça, tu vois, en les entendant parler de difficultés et tout ça, je pense que la flamme, elle vient de là aussi, tu vois. Et je pense que c'est à 16 ans que ça part de là. Voilà. C'est beau. Non, mais tes parents, je le sais, ils sont fiers de toi, donc t'as entièrement raison. Et pour revenir un petit peu à toi et l'avenir, aujourd'hui, comment tu vois l'avenir, tes projets? C'est dur, ce que je vais te demander. Le court, le moyen, le long terme. Ouais, écoute, court terme, moi, c'est développer à fond. Moi, c'est tout nouveau encore à l'académie d'accompagnement. Et moi, ça serait vraiment de bouleverser un petit peu le marché de l'accompagnement et de dire aux gens qu'en fait, c'est possible de devenir entier. Que si moi, je l'ai fait, tu vois, à 18, 19 ans, tu vois, c'est possible pour eux aussi, tu vois. Donc, ça serait vraiment créer une belle académie, tu vois, pleine de valeurs, avec des gens hyper motivés et qui ont faim, tu vois, qui ont envie de s'en sortir. Et pour moi, chacun mérite sa chance, tu vois, de goûter à ce qu'est la vraie vie, en profitant de la vie, la liberté financière et tout ça. Tout le monde la mérite, mais t'en as beaucoup qui ne réalisent pas encore. T'en as beaucoup qui pensent que c'est inaccessible, parce que t'es formaté comme ça. Et malheureusement, l'environnement actuel qu'on a, nous, surtout, je parle de France, mais en France, t'es formaté pour ne pas y croire. Et toi, comment tu peux procéder pour faire comprendre à des personnes que c'est possible? Moi, en aucun cas, tu vois, j'ai envie de forcer les gens, tu vois. Ouais. J'ai envie qu'ils viennent de eux-mêmes, tu vois. Pour moi, faut prendre sa vie en main. Donc, tu vois, il n'y a aucune raison que c'est moi qui vienne les chercher. Et on va voir mon contenu s'ils tombent dessus. Tu vois, s'ils ont le déclic, mais ils passeront à l'action. Si je peux inspirer les gens, je le fais. Mais en aucun cas, tu vois, je presserai les gens pour qu'ils fassent partie de mon académie, tu vois. Une dernière question. Pour toi, c'est quoi un entrepreneur visionnaire? Un entrepreneur visionnaire, c'est une bonne question. Pour moi, c'est un entrepreneur qui voit loin, qui voit loin, qui sait voir une réelle opportunité ou non. Pour moi, la règle du mandarin, que ça soit même pour les jeunes, pour moi, que ça soit une règle tout simple. Je prends l'exemple des parents. Les parents, ils vont te donner des conseils. Okay. Il faut que tu saches ce qui est bon à prendre et ce qui est bon à laisser, où tu vas dire d'accord. Il y a des idées où effectivement j'écoutais parce qu'effectivement je le sentais pas trop et j'avais la confirmation de mes proches. Et il y avait des idées où par contre j'étais persuadé et personne ne pouvait m'arrêter. Donc un entrepreneur visionnaire, c'est pareil, c'est une personne qui sait voir, qui sait dire... qui sait voir loin et qui prend les opportunités, qui va jusqu'au bout des choses, tu vois, quand il a la vision de ce qu'il va faire. Mais pour moi, travailler dur, c'est une chose, mais surtout travailler intelligemment. Aujourd'hui, travailler dur, c'est plus trop la mode, c'est surtout travailler intelligemment. Work smart, no hard. Bon, en tout cas, Nunes, moi, ça m'a fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui. Et donc, moi, je suis très, très fier de toi. Voilà, fier de ce que tu as créé. Sachant que, encore une fois, moi, j'ai découvert une grosse partie aujourd'hui parce que t'es dans ton coin, t'es dans ta bulle. Bon, ça, c'est ta personnalité. Moi, je le respecte. Voilà, je sais que depuis que t'es parti à Dubaï, si je prends pas de nouvelles, tu m'en donnes pas. Mais bon, après, t'es comme ça, on le sait tous. Hein. Mais en tout cas, voilà, je pense que tu peux aller très loin. Et ce que tu es en train de créer là, pousse-le au max.
Voilà, c'est le seul conseil que moi je peux te donner, parce qu'aujourd'hui tu n'en as pas énormément besoin de conseils, et on va venir te voir pour découvrir cette Avec grand ville. plaisir. Moi, ma plus grande fierté, c'est de voir mes proches fiers de moi. Ouais. Et moi, quand mon père il m'a dit, je suis fier de toi, fiston, ça m'a fait tout bizarre, je peux te le dire. Je l'ai vu. Il avait ses petites larmichettes la dernière fois, là, quand il t'a appelé. Ça c'est C'est bon bon. ça. Si tu veux donner le nom de l'académie. C'est Atypic Invest, donc sur Instagram. Je suis beaucoup actif là-bas. Donc uniquement sur Insta, sur TikTok aussi. Ouais, c'est pareil, le même nom. Après, moi je réponds beaucoup plus sur Instagram. Donc si vous voulez le contacter, c'est sur Instagram.